Merci de nous suivre. Bonjour et bienvenue. Voici ce qui domine l'actualité de ce mercredi 20 novembre 2019. Le sommet G20 Compact with Africa à Berlin en Allemagne. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, participe aux travaux. Cette rencontre a également permis aux investisseurs privés de présenter les projets à réaliser dans les pays membres du Compact with Africa. Célébration aujourd'hui dans plusieurs pays du monde entier de la Journée internationale des droits des enfants. Événement pour promouvoir les droits des enfants. En Côte d'Ivoire, le message du gouvernement est lu par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Libakayoko. La marée noire sévit toujours au Brésil, plus de 500 sites touchés. Enfin, en milieu de journal, nous allons échanger avec deux enfants. Entretien dans le cadre de la 30e journée internationale des droits de l'enfant. Pour commencer, le sommet G20 Compact with Africa à Berlin en Allemagne. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part hier à cette conférence sur l'investissement direct allemand en Afrique. L'occasion pour les investisseurs privés de présenter les projets à réaliser dans les pays membres du Compact with Africa. Les détails avec Awa Touré. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres du pacte du G20 avec l'Afrique, au nombre desquels le président de la République Alassane Ouattara, à la séance d'ouverture de la conférence sur l'investissement direct allemand en Afrique. Initiatrice du Compact with Africa pour de meilleures possibilités d'investissement en Afrique, la chancelière allemande Angela Merkel a remercié l'ensemble des participants avant d'indiquer que la sécurité et l'emploi des jeunes demeurent, entre autres, les défis à relever. Je suis donc ravie d'avoir une initiative spéciale pour la formation et l'emploi. L'objectif, c'est de créer 100 000 emplois et 30 000 places de formation. Et je tiens également à signaler que le gouvernement fédéral a, dès le 1er mars 2020, une loi relative à l'immigration de la main-d'œuvre qualifiée. Cette loi permettra pour la première fois une immigration de la main-d'œuvre qualifiée de façon réglementée. Ce sommet sur l'investissement direct allemand en Afrique a vu la présentation des projets phares des pays du Compact with Africa, des projets dans les secteurs des énergies renouvelables, manufacturiers et des infrastructures. En Côte d'Ivoire, le projet phare concerne le drainage des eaux fluviales et l'assainissement de la ville d'Abidjan. Ce projet est très important pour nous parce que les défis de l'assainissement sont bien connus dans nos pays, le drainage des eaux pluviales, surtout quand il y a des inondations. Et vous savez que dans le cas de la Côte d'Ivoire, 54% de la population vit dans les villes. Et la population d'Abidjan est de 5 500 000 habitants. Et à l'horizon 2025, un Ivoirien sur 4 vivra à Abidjan. Donc c'est un projet extrêmement important et je voudrais féliciter donc le groupe GOF, la KfW, remercier Madame la chancelière et dire qu'il nous permet ce projet d'être outillé pour faire face aux conséquences néfastes du changement climatique marqué par de nombreuses catastrophes, dont des inondations. L'accord portant financement de cet important projet d'assainissement a été signé par le ministre de l'Économie et des Finances et la KWF. Projet porté par la société d'ingénieurs conseil GOF, une entreprise familiale spécialisée dans la réalisation d'infrastructures complexes. Un accord portant sur une représentation commerciale allemande en Côte d'Ivoire a également été signé. Et en marge de la 3e conférence du G20 Compact with Africa, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris part hier à un dîner offert par son homologue allemand Frank Steinmeier. Plusieurs chefs d'État africains ont également participé à ce repas.
Ce séjour à Berlin en Allemagne a également permis au président de la République Alassane Ouattara d'échanger avec plusieurs responsables, notamment la nouvelle directrice du Fonds monétaire international et le directeur général de la Société financière internationale du groupe Banque mondiale. Ces deux entretiens ont porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et les institutions financières internationales. On retrouve Awa Touré. Le directeur général de la Société financière internationale du groupe Banque mondiale a informé le président de la République Alassane Ouattara de la tenue à Abidjan de deux événements importants. La conférence internationale sur l'ouverture des capitaux en février et le CEO Forum en mars 2020, avant de faire le point sur les investissements de la SFI et de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Côté SFI, on a bien augmenté nos investissements en Côte d'Ivoire. On veut aller encore plus loin. On va faire deux conférences importantes à Abidjan, en février et en mars. En février, ce sera sur l'ouverture des marchés des capitaux dans la région. Et en mars, il y a ce qu'on appelle le CEO Forum. L'année dernière, c'était à Kigali, qui fait venir le secteur public avec des chefs d'État, mais aussi tout le secteur privé. C'est très intéressant. Donc février et mars l'année prochaine, ce sera pour nous très très important à Abidjan. Donc on discutait de ça, on est bien avancé. Et puis évidemment, on a parlé de le développement de plusieurs secteurs, y compris de la manufacture, le secteur du cacao et de l'énergie. Le président de la République Alassane Ouattara a également échangé avec la nouvelle directrice du Fonds monétaire international, Mme Kristalina Georgieva. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le FMI était bien évidemment au centre de cette rencontre. Économiste bulgare, Kristalina Georgieva a succédé le 1er octobre à la Française Christine Lagarde à la tête de l'institution internationale. Cette information à présent, il s'agit de la déclaration du porte-parole du gouvernement relative aux propos de l'ancien président de la République Henri Konan Bédié lors de la réunion du bureau politique du PDCI RDA le 14 novembre dernier. Déclaration lue par Abou Sanogo. Lors de la réunion du bureau politique du PDCI RDA qui s'est tenue le 14 novembre 2019, M. Henri Konan Bédié, ancien président de la République, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a porté des jugements de valeur sur la gouvernance, la gestion, l'impact social de l'action gouvernementale et la paix en Côte d'Ivoire. Concernant la gouvernance et les marchés publics, le gouvernement ivoirien, transparent sur la question, souhaite apporter les clarifications suivantes aux graves affirmations du président Bédié. À fin juin 2019, sur 1726 marchés approuvés pour un montant total de 553,6 milliards de francs CFA, plus de 72% ont fait l'objet de procédures concurrentielles. Les procédures de gré à gré, qui représentent 25% des marchés approuvés, ont porté en application des dispositions du Code des marchés publics sur des projets d'urgence à caractère sécuritaire, et ce à fort impact social, tels que l'électrification rurale, l'adduction en eau potable, la vie scolaire et les travaux d'assainissement en prévision de la saison des pluies. Sur cette question, on se souviendra que c'est sous le président Bédié que la Côte d'Ivoire a connu la suspension de la coopération avec les bailleurs de fonds, suite à l'affaire des 18 milliards. Les auteurs de cette triste affaire de détournement de fonds de l'Union européenne destinés aux nouveau-nés des centres de santé et à la fourniture des services essentiels d'eau et d'électricité sont de proches collaborateurs du président Bédié. Au sujet des logements sociaux, il est important de faire remarquer que plus de 15 382 logements sociaux ont été construits de 2012 à 2019. Tous les autres projets annoncés par le gouvernement seront achevés dans le cadre du projet social du gouvernement qui a déjà mobilisé 1 000 milliards de francs CFA. Par ailleurs, il est totalement erroné de parler de population déguerpie sans indemnisation puisque ce sont 10 800 millions de francs CFA qui ont été payés aux ayants droit sous forme de purge des droits coutumiers et d'indemnités. Le reste des purges et des indemnisations estimées à 2 500 millions de francs CFA déjà budgétisés sera payé aux autres bénéficiaires. Dans son discours, le président Bédié a mis en doute la capacité du gouvernement à œuvrer pour la réconciliation. Le président Bédié est sans conteste celui qui a besoin de se réconcilier avec les Ivoiriens,
tant ces discours identitaires et sectaires passés et présents sont aux antipodes des valeurs de paix, de générosité et de solidarité partagées par la grande majorité des Ivoiriens. Plus que des mots, le gouvernement a pris plusieurs mesures concrètes pour rassembler les Ivoiriens et ramener la sérénité en Côte d'Ivoire. Ces mesures ont ainsi permis à tous les déplacés internes de la crise post-électorale de retourner dans leur localité d'origine et à la quasi-totalité des réfugiés de revenir en Côte d'Ivoire. Enfin, l'ordonnance d'amnistie prise par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara le 6 août 2016, concernant environ 800 personnes poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État, est une autre illustration des actions du gouvernement en faveur de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne l'impact de l'action gouvernementale sur les populations ivoiriennes, le gouvernement invite le président Bédié à plus d'objectivité. En effet, dans une région comme l'Ifou, que le président Bédié connaît bien, l'action du gouvernement a fait passer le taux de couverture en électricité de 49% en 2011 à 73% en 2018. Au niveau national, ce taux de couverture est passé de 33% en 2011 à 58% en 2018. Le taux net de scolarisation est passé de 56% en 2011 à 90% en 2018. Le taux de mortalité maternelle est passé de 614 pour 100 000 habitants en 2011 à 143 pour 100 000 habitants en 2018. Le taux d'accès à l'eau potable est passé de 60% en 2011 à 82% en 2018. 219 écoles primaires ont été construites en moyenne par an après 2011 contre 28 en 2011. 115 lycées et collèges ont été construits en moyenne par an après 2011 contre 22 avant 2011. Le nombre moyen de kilomètres de routes nationales bitumées par an est passé de 99 avant 2011 à 193 après 2011. La dette en pourcentage du PIB est passée de 66% en 2011 à 48,6% en 2018, bien en deçà de la norme de la CEDEAO qui est de 70%. Ces statistiques montrent que le gouvernement actuel a réalisé en 8 ans beaucoup plus que n'importe quel autre gouvernement dans le passé. Il est également indéniable que l'action du gouvernement, appréciée par la grande majorité des Ivoiriens, a permis d'améliorer la gouvernance en Côte d'Ivoire et les conditions de vie de nos concitoyens. Certes, de nombreux défis restent encore à relever dans divers domaines. À cet égard, le gouvernement est déterminé à poursuivre ses efforts à travers le programme social du gouvernement pour le bonheur des Ivoiriens. Dans l'actualité nationale également, l'ouverture hier dans la commune de Cocody du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine. Cette deuxième édition a été présidée par le vice-président de la République. Daniel Cablon-Duncan recommande plus d'offensive dans la mobilisation de l'épargne nationale. Les explications de Jérôme Kofi Aboula. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan ce mardi au Sofitel Hôtel Ivoire dans la commune de Cocody. L'événement qui justifie sa présence est bien le Salon de l'épargne édition 2019 qui, pour le maire de la dite commune, constitue un honneur quant au choix porté sur sa cité comme lieu d'accueil. Le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine est une initiative de Ecobank, la banque panafricaine, pour la directrice d'agence Laetitia Ncho Traoré et le directeur général de Ecobank Côte d'Ivoire et de l'UMOA, Paul-Harry Etnard. L'épargne est au départ de toute vie financière et permet de s'enrichir à court, moyen et long terme. Leur emboîtant le pas, le ministre du Commerce et de l'Industrie, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a évoqué la promotion de l'épargne conformément à la vision du gouvernement. L'épargne, l'investissement et le patrimoine occupent une place très importante en matière de croissance économique et d'augmentation de la richesse, aussi bien pour les ménages, les entreprises que pour la nation. Ce sont donc des éléments clés d'une économie dynamique qui permettent aux banques, aux entreprises, aux ménages et à l'État de fonctionner de façon optimale. Toute chose qui concourt à améliorer le bien-être des populations. Cet événement est donc une contribution importante à l'action du gouvernement en matière de promotion de l'initiative privée dans le processus de développement économique et social de notre pays. Avant de déclarer les travaux ouverts, le vice-président Daniel Cablon-Duncan a présenté l'épargne comme solution aux besoins des économies. Notre système financier doit être plus offensif et faire preuve de plus d'imagination
afin de proposer à la population des produits d'épargne innovants, plus adaptés à notre environnement. Ces produits doivent être plus proches des réalités et la mentalité de nos populations. Ils pourraient concerner des segments tels que l'épargne pour une couverture maladie ou une assurance décès, ou puis financer des études supérieures ou des activités agricoles et activités des PME qui restent fortement à promouvoir en direction des populations cibles telles que le monde paysan, les corps constitués, la jeunesse, en raison du contexte propre à notre pays. Mais aussi développer la microfinance plus accessible aux petits épargnants de manière à ce que la plupart donc, de nos concitoyens puissent accéder donc, à ce type d'épargne. Quelle épargne profitable? Vers quel placement s'orienter afin de garantir son futur? Comment donner une nouvelle dynamique à son épargne et à son investissement? Telles sont les différentes déclinaisons thématiques à l'occasion de ce rendez-vous dit d'échange et de formation. Le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine est à sa 2e édition. Les travaux durent 2 jours. Environ 60 milliards de francs CFA pour l'extension du site de transformation de cacao du groupe Cargill dans la commune de Yopougon. Cette annonce a été faite hier par des représentants de cette entreprise nord-américaine. Ils ont été reçus par le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan. Les détails avec Jérôme Kofi Ebola. Une délégation du groupe Cargill avec à sa tête le président mondial de la structure devant le vice-président de Côte d'Ivoire, Daniel Cablon-Duncan. La rencontre s'est déroulée ce mardi à la salle Mosaïque du palais présidentiel. Il s'agit en fait d'une séance de travail entre la délégation du groupe Cargill et le vice-président entouré pour la circonstance de membres du gouvernement ainsi que certains de ses proches collaborateurs. L'occasion pour le groupe Cargill de faire le point à travers le vice-président Daniel Cablon-Duncan aux autorités ivoiriennes sur ses investissements en Côte d'Ivoire en vue de sa contribution au bien-être des populations. We employ directly and indirectly close to 3,000 people. Cargill, directement et indirectement, emploie près de 3 000 personnes en Côte d'Ivoire. Nous sommes également en train d'augmenter la capacité de notre usine à 170 000 tonnes pour un investissement global de 100 millions de dollars. Et c'était principalement pour remercier le vice-président et aussi ses équipes qui nous ont permis d'être ici et puis de continuer les investissements. Le groupe Cargill est présent en Côte d'Ivoire depuis 1998. Il entend, entre autres, s'investir davantage dans l'agroforesterie, avec notamment un projet de planting d'environ 1 million d'arbres pendant les 12 mois à venir. Mercredi 20 novembre 2019, c'est aujourd'hui la journée internationale des droits des enfants. Il s'agit de la 30e édition. Objectif, promouvoir le respect et les droits des enfants du monde entier. En Côte d'Ivoire, le message du gouvernement est lu par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Libakayoko. Le point avec Hermance Zirignon et Jean-Marc Djadji. La responsabilité parentale, moyen de lutte contre les violences faites aux enfants. C'est le thème de la 30e édition de la Journée mondiale des droits des enfants. Cette année, les gouvernants et les parents sont invités à plus de vigilance et à se dresser contre toute forme de violence qui sont faites aux enfants. Selon les données de l'Institut national de statistique, en 2016, 19,9% des enfants âgés de moins de 5 ans sont laissés seuls ou confiés à la garde d'un autre enfant âgé de moins de 10 ans. 86,5% des enfants de 1 à 14 ans ont subi des agressions psychologiques ou des châtiments corporels. Conduite par la première dame, Dominique Ouattara, le Conseil national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants a accompli des avancées significatives. Pour cette 30e édition, la famille est mise en avant parce qu'elle demeure la meilleure protection pour l'enfant qui a droit à la nutrition, la sécurité, la santé et l'éducation. Chers enfants de Côte d'Ivoire, sachez que nous vous aimons. C'est pourquoi nous protégeons vos droits. Nous vous rappelons aussi vos devoirs. Soyez obéissants envers vos parents et votre entourage. Travaillez bien à l'école et respectez vos enseignants. Et nous, vos parents, ferons le reste. À la suite des parents, le gouvernement ivoirien s'engage à poursuivre ses actions
pour leur assurer une meilleure protection. Adoptée le 20 novembre 1989 par les Nations Unies, cette journée rappelle la place et l'importance des enfants dans la société. Commémoration aujourd'hui donc de la Journée internationale des droits de l'enfant. Le ministère de l'Hydraulique célèbre à sa manière cet événement. Ce département ministériel a invité plusieurs enfants. Ils ont découvert les activités de cette structure et participé à une réunion de cabinet. Les détails avec Patricia Etia. Et si le temps d'une journée, les enfants prenaient le pouvoir? C'est chose faite ce lundi 20 novembre 2019 au ministère de l'Hydraulique. Le ministre a réuni son cabinet pour échanger sur le manque d'eau potable dans certaines localités dû à l'incivisme des populations qui cassent les canalisations. DICA, prenez toutes les dispositions. Voyez avec le DGBT, le DAF Touré et le DG de la SODECI pour réunir cette somme rapidement avant que la situation ne dégénère. Forme également un comité de crise pour gérer cette affaire avec sévérité. Dans le monde entier, de nombreux enfants se font entendre à l'occasion de la Journée mondiale des enfants. Ils prennent la parole et montrent qu'ils sont capables d'interpeller les pouvoirs publics. J'ai choisi d'être ministre pour pousser mes collaborateurs à arranger les canalisations d'eau et desservir les zones touchées. Le 20 novembre est loin d'être une date comme les autres pour les enfants. Ce jour leur est consacré et marque l'anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Une journée globale avec un message dynamique, mais où on rappelle au monde que les enfants aussi ont des choses à dire, que les enfants ont une voix. Et ce qu'on a vu ici, c'est le ministère de l'Hydraulique qui a remplacé son cabinet par des jeunes qui sont ici aujourd'hui et qui ont pu faire part des préoccupations dans leur communauté. Aujourd'hui encore, 264 millions d'enfants n'ont pas accès à l'école et 250 millions vivent en plein cœur de conflits et de guerres initiés par des adultes, indique l'UNICEF. Un sondage de l'UNICEF réalisé auprès de jeunes âgés de 9 à 18 ans souligne que pour eux, la priorité, c'est l'éducation. On a initié cette stimulation, je veux dire, pour permettre aux enfants d'être sensibilisés aux problèmes de l'eau potable dans les villages, au milieu rural, et le problème de l'eau potable dans le milieu urbain. Quand les enfants le disent, c'est que vraiment c'est profond et c'est les réalités que nous vivons sur le terrain. La Journée mondiale de l'enfance offre à chacun et chacune d'entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci, mais aussi de transformer cette date en acte concret en faveur des enfants partout dans le monde. La rédaction de RTI 1 célèbre également aujourd'hui les droits des enfants. Deux adolescents sont donc invités sur ce plateau. À ma gauche, Jessica Niamien, 13 ans, en classe de 3e. Vous venez de Soubré, dans le sud-ouest du pays. Et Jean-Christ Binikofi, 15 ans, élève en classe de seconde à Boaké, dans le centre du pays. Merci d'être avec nous en cette journée. Merci. Alors, 30e journée internationale des droits des enfants aujourd'hui. Mais vous, les concernés, connaissez-vous vos droits? Effectivement, avant de prendre la parole, je tenais d'abord à dire merci à la direction de la RTI qui nous donne la parole en ce jour de pouvoir nous exprimer en notre journée. Voilà, nous connaissons nos droits, nous savons que nous avons droit à l'éducation, nous avons droit à l'épanouissement, nous avons droit à la liberté d'expression, ce qui est donc respecté par la RTI ce matin. Jean-Christ, il faut souligner que les enfants ont également des devoirs et des obligations. Respectez-vous vos devoirs envers vos parents, envers la société? Oui, bon, nous aussi, nous avons des devoirs envers les parents. Quels sont-ils, ces devoirs? C'est que ces devoirs, nous avons le respect des parents. Le parent aussi doit faire de sorte que l'enfant puisse aller à l'école, etc. D'accord. En Côte d'Ivoire, Jessica, plusieurs phénomènes mettent à mal la sécurité et l'épanouissement des enfants, notamment le travail des enfants dans la cacaoculture, les grossesses en milieu scolaire et le problème des enfants dits microbes. Quel regard portez-vous sur ces fléaux? Bon, ça fait mal au cœur lorsqu'on sait que nous, en tant qu'enfants, nous nous retrouvons dans nos écoles en train d'être formés pour
notre avenir et de savoir que certains de nos camarades se trouvent dans des champs en train de travailler. Pour lancer aussi un appel voilà, à la population pour dire que la place de l'enfant, ce n'est pas dans la cacaoculture. L'enfant plutôt peut aider ses parents à la maison, mais il y a des travaux qui s'avèrent très difficiles pour l'enfant. Donc il faut éviter d'associer les enfants à cela. Et concernant le phénomène des enfants microbes, voilà, il faut que les parents suivent de près leurs enfants. Voilà. Jean-Christ, vous appartenez tous les deux à un groupe appelé Jeunes Reporters. Oui, oui. Vous avez donc des activités en lien avec le journalisme. Comment trouvez-vous ce métier? Bon, ce métier, d'abord, il est très intéressant. Il permet aussi de pouvoir nous exprimer à travers les différents pays et de voir aussi ces projets prendre en considération. Pouvez-vous nous expliquer les activités que vous menez au sein de ce groupe appelé Jeunes Reporters? Et voilà. Effectivement, les Jeunes Reporters sont un mouvement de l'UNICEF. Voilà, nous faisons des émissions voilà, hebdomadaires, c'est-à-dire chaque samedi dans nos différentes radios locales. Et nous débattons sur des thèmes qui sont, voilà, qui impactent véritablement notre société. Et c'est une grande équipe. Voilà, nous sommes soutenus par l'UNICEF qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau. Donc, c'est un peu ça. Nous animons, nous produisons nous-mêmes nos émissions, nous faisons nous-mêmes nos formats, voilà, de la manière que vous le faites sur ce plateau, nous rédigeons nous-mêmes nos propres tests, voilà, c'est un peu ça. Vous produisez vos émissions, alors comptez-vous, à l'âge adulte, embrasser le métier de journaliste? Oui, ça c'est mon cas, parce que depuis la classe de CE2, je suis passionnée du journalisme et c'est pourquoi chaque jour je ne rate pas le journal de 13h, voilà. Et vous Jean-Christ, rapidement? Bon, apparemment, je vais être médecin. D'accord, d'accord. Alors c'est ici que notre entretien s'achève. Avez-vous un message à l'endroit des autres enfants qui ont suivi aujourd'hui votre passage à la RTI? Nous tenons toujours à remercier la RTI et nous voulons aussi que la RTI continue à valoriser les droits des enfants au travers de leur production et de continuer aussi à donner la parole à nous les enfants parce qu'on aimerait avoir notre émission sur la RTI, une émission produite par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et concernant le message que je peux lancer, surtout aux parents, vous avez eu la chance de grandir tout simplement parce que vos droits à la santé, à l'éducation, à l'épanouissement ont été respectés. Alors donnons-nous aussi la chance de pouvoir connaître le monde de demain. Merci Jessica. Jean-Christ, un mot pour terminer? Bon, c'est pareillement. Je remercie aussi la RTI de nous avoir fait passer ce plateau pour pouvoir parler des droits et devoirs de l'enfant. Merci Jessica Niamia, merci à vous Jean-Christ Binikofi. C'était nos jeunes invités dans le cadre de la 30e journée internationale des droits des enfants. Un tout autre sujet à présent et direction Bouaké, dans la région centre du pays, où le président de l'Union des chefs de village, de cantons, de communautés et de notables a été récemment investi. Les moments forts de cet événement avec Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Bouaké, centre culturel Jakaka. Cérémonie d'investiture de Nana Kwasi Kambrou II, chef de la tribu Assamlan, canton Fari, en qualité de président de l'Union des chefs de village, de cantons, de communautés et notables de la région de Bouaké par le président du Sénat, Jano Kwadio Aoussou. Le nouveau président de l'UCVCCN Bouaké a pris l'engagement de dire la vérité, rien que la vérité en toutes circonstances, laissant la place au secrétaire général adjoint de l'Union d'insister sur les objectifs assignés à l'organisation. Les chefs entendent inscrire Bouaké dans le processus de développement qui a connu un coup d'arrêt dommageable à nos infrastructures et à l'ascension sociale de nos enfants. Venu des régions du Nzi, du Bélier, de l'Agnébitiassa, de la Maraoué, du district de Yamoussoukro, de Lifou et de Bouaké, le président d'honneur de l'Union a indiqué que l'UCVCCN Bouaké est un creuset de paix et de solidarité mis en place pour fédérer les forces et énergies pour l'essor de la région de Bouaké. Les chefs qui sont des leaders d'opinion, les présidents de jeunes, les présidents de femmes ne peuvent pas regarder le développement
être mis à mal par des soubresauts qui peuvent mettre à mal la cohésion sociale, qui peuvent mettre à mal la paix et qui peuvent donc porter un coup d'arrêt à tous les grands travaux de développement. Le ministre des Transports, parrain de cette investiture, a salué la promotion des valeurs utiles et nécessaires à la préservation de la paix. Dans la même veine, le président du Sénat a invité ces acteurs du développement à des initiatives innovantes et positives. L'UCV-CCN Bouaké devra être un outil indispensable à la consolidation de la paix, facteur de développement. Alors que 2020 approche avec son lot d'incertitudes liées aux élections présidentielles d'octobre 2020, vous devez rassembler pour le bien de tous et garder constamment l'esprit que vous constituez à partir d'aujourd'hui un rempart essentiel pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Le maire de Bouaké, Guibo Youssouf Nicolas, a quant à lui annoncé la pose de la première pierre du marché central de Bouaké le 11 décembre 2019 en présence du président Alassane Ouattara et son homologue Emmanuel Macron en compagnie de leur épouse. Culture, la Bissa 2019 a enfin démarré à Grand Bassam dans la région sud du pays. C'était le dimanche 17 novembre dernier. Le peuple Onzima Kotoko a pu entendre le premier son du tambour sacré, l'Edo Ngolais. Les explications de Iseyeo. Grand Bassam, quartier France, domicile de la famille Mvavile, dépositaire du tam-tam Siedou. Concertation entre la notabilité de la chefferie d'Enzima Kotoko, conduite par le premier conseiller du roi et des membres de cette famille. Les violons accordés après une quarantaine de minutes d'échange. Le tam-tam Siedou tonne, liesse populaire dans les familles et dans les rues. Enfin, la Bissa peut se tenir comme le veut les man après une année sabbatique. Il s'ensuit une procession pour la retraite du tam-tam. Je suis venue de Las Vegas et je suis bassamoise et ça fait 5 ans que je n'ai pas vu la Bissa. Là, je suis trop heureuse d'être ici. C'est le début de la semaine silencieuse précédant la semaine festive. Elle est consacrée uniquement à la tradition afin de permettre aux garants des us et coutumes d'être en communion totale avec les génies protecteurs du royaume. Avec la cérémonie de Siedou, le tam-tam va partir à sa retraite. Le peuple va pouvoir réfléchir pour pouvoir, dimanche prochain, sortir de nouveau pour que sur toute la semaine, le peuple puisse se réjouir, puisse se réunir, puisse se rassembler pour célébrer la Bissa. Le comité à Bissa veut faire plaisir à ses invités, au peuple Nzima. Donc tout ce qui est possible de faire pour que ce peuple soit dans la joie, pour que les invités soient dans la joie, on le fera. La Bissa qui a démarré le 17 novembre dernier avec la retraite du tam-tam prendra fin le 1er décembre prochain avec le volet festif. 50 soldats ivoiriens renforcent désormais les rangs des forces armées de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA. Ils ont été déployés le 18 novembre dernier pour participer aux côtés des autres nations à la sécurisation du territoire malien. Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire renforce sa présence en terre malienne, ce dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. 50 soldats du 1er bataillon pilote projetable, dont 2 personnels féminins, sont envoyés en éléments précurseurs. Et ils vont rejoindre la ville de Tombouctou au nord Mali. Leur mission, préparer le terrain afin de recevoir le reste du contingent à mesure et qui satisfait à toutes les procédures onusiennes. Avant leur départ en territoire malien, ils ont été invités au respect des règles de combat adaptées à l'environnement et à faire honneur à la Côte d'Ivoire. Donc on se dit que vous êtes mieux outillés, vous êtes mieux tournés pour pouvoir représenter valablement la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Alors donc on compte sur vous, sachez que vous êtes les 10 ambassadeurs de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Donc faites en sorte qu'on puisse avoir de bons échos vous concernant. Le reste du contingent du 1er bataillon pilote projetable, fort de 650 hommes et femmes, devra d'ici à la fin du mois de novembre 2019 rejoindre le Mali pour participer, aux côtés des autres nations, à la sécurisation de ce pays.
Enfin, le Brésil, de plus en plus impacté par la marée noire qui se propage vers les États du Sud. Plus de 500 sites sont touchés. Selon les organisations non gouvernementales, il s'agit de la pire marée noire de l'histoire de ce pays, d'autant que l'action de l'État est très critiquée. Voilà, merci de nous avoir suivis et excellente journée à tous les enfants de Côte d'Ivoire et d'ailleurs.